Merci à notre chauffeur de salle qui va aussi nous faire la musique en fin de réunion. Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui à Cogolin, malgré ce beau soleil qui donne envie aussi de profiter justement de notre côté balnéaire dans le Var. Il y a aussi des choses qui nous dépassent et qui fassent en sorte que nous réunissons tous aujourd'hui. C'est la présentation justement de la NUP et de la candidate Sabine Cristofani Viglione pour justement porter notre projet. Et cela tous ensemble. Je vais rapidement laisser la parole justement aux intervenants pour qu'ils nous expliquent justement quel est l'intérêt de cette NUP et quel est l'intérêt justement de faire force commune vis-à-vis de ces catastrophes, de ces horreurs et de ces problématiques que l'on subit chaque jour qui continuent. Voilà. Donc à vous la parole, je vous en prie. C'est bon. Donc, bonsoir, je suis Sabine Cristofani Viglione, la candidate sur cette 4e circonscription pour la NUP. Je vais commencer par me présenter. J'ai 50 ans, j'ai 2 garçons de 16 et 13 ans. Voilà, j'habite le Canet des Morts. Et mon engagement en politique, même s'il est effectif depuis 2017, je peux dire qu'il date de toujours, puisque je viens d'une famille qui est engagée. Mon père était à la mairie de Vidauban avant le maire actuel. Mon oncle, ma tante, mon cousin qui est là ce soir, sont également engagés et nous sommes depuis toujours à gauche, d'abord communistes et puis ensuite LFI et maintenant NUPES. Voilà. Donc j'ai fait des études d'immunologie, voilà, j'ai un bac plus 5 en immunologie, mais ça ne me convenait pas et le jour où je n'ai pas été prise en DEA, parce que j'avais un bac plus 5 reconnu régionalement, mais pas un DEA, j'ai envoyé tout balader et j'ai décidé de passer le concours d'institutrice parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Et depuis, c'est un métier passion, c'est un métier que j'adore. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai dû prendre la décision de me présenter, je me suis dit oui, mais si tu es élu, il va falloir que tu arrêtes d'enseigner. Et c'était compliqué d'imaginer ça. Voilà. Et j'ai actuellement une classe de CM2 à Vidauban. Et je travaille à mi-temps parce que j'ai un fils dyspraxique, donc qui a de multiples dysorthographies, dyslexie. Donc depuis plusieurs années, je suis à mi-temps afin de l'aider. Donc je connais également pas mal le milieu du handicap. Voilà, tout ce qui est handicap et notamment handicap invisible. Donc comment je suis venue à la France Insoumise en 2017. J'avais toujours dit que je m'engagerais quand mes enfants seraient plus grands. Et en 2017, en effet, ils étaient devenus un peu plus grands. Donc, j'ai regardé sur le site de la France Insoumise où étaient les militants pour les élections présidentielles. Et je suis allée les rencontrer sur le marché de Vidauban, la ville où je suis née. J'ai rencontré Éric Abouzit, puis ensuite Zab. Et j'ai commencé à militer. En septembre, j'ai rencontré Maxime et d'autres militants et militantes qui ont créé le groupe d'action de réflexion et de la France Insoumise, le GARFI. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai tracté, j'ai collé, j'ai tracté de façon un peu infatigable. Et lorsque on a eu la proposition en octobre 2021 de se présenter et de devenir, enfin pas en tant que candidat, mais de candidater pour être chef de file pour les élections législatives de 2022. J'ai déposé ma candidature. On a organisé une assemblée de circonscription avec tous les groupes d'action de la 4e. Il y avait le groupe d'action du Golfe de Saint-Tropez. Le groupe d'action de l'Orgue n'a pas pu être là, le groupe fonctionnel des Arcs-sur-Argent et enfin le groupe Vidofi Cœur du Var. Donc à l'issue de cette réunion où j'ai rencontré Bernard Dorn, mon suppléant, nous avons présenté nos 2 candidatures pour validation par le comité électoral de la France Insoumise. Nos candidatures ont été validées.
Voilà. Et ensuite, suite aux élections présidentielles, avec le résultat que vous connaissez, il y a eu la formation de la NUP, enfin de la NUPES, on dit comme on veut, qui s'est réunie vraiment. C'est comment dire, une union autour de convictions, autour d'un programme très très important qui met au premier plan les urgences écologiques, sociales et démocratiques. Parce que déjà avant l'élection présidentielle, je disais que c'était le dernier pas avant le précipice. Voilà, donc après les élections présidentielles, je suis restée chez moi enfermée 4 jours. Ça a été super difficile, mais comme je ne suis pas d'un tempérament résigné, ben, c'est reparti pour un tour et de façon encore plus forte, d'une façon encore plus forte. Et donc il y a eu, comme vous le savez, les tractations nationales, les discussions nationales déjà pour se mettre d'accord autour d'un programme, puis autour de quel candidat, sur quelle circonscription, pour que tout soit équilibré au niveau national. Et finalement, je sais pas, 7 mai, même plus tard, nous avons définitivement été investis. C'était quelques jours après la convention des législatives à Paris, la convention à laquelle je suis allée. Voilà, ça c'était le 7. Donc je pense que nous avons été investis le mardi, dans la nuit de mardi à mercredi à minuit 2. On a reçu, voilà, la validation. Et voilà, donc je pense que cette union est vraiment très très importante parce qu'elle nous permet d'être vraiment tous là autour d'un programme que nous avons validé. Il contient 650 propositions dont seulement 33 sont soumises à une rediscussion. Je ne sais plus comment ils disent dans le programme partagé. Pas un équilibrage, mais... Merci, c'est exactement ça. Voilà. Et c'est un programme ambitieux parce qu'il est plus que temps d'agir. Voilà, parce que c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. Les fils qui se rallongent au niveau de l'aide alimentaire pour les étudiants, pour les jeunes, des personnes âgées qui n'arrivent plus à se nourrir 2 fois par jour. Au niveau écologie, ça a été l'inaction pendant 5 ans. C'est tout simplement inadmissible vu les rapports du GIEC. Et puis enfin, une urgence démocratique. On a vu comme la démocratie a été bafouée durant ces 5 années. Donc il faut vraiment que nous constituions, que nous gagnions ce 3e tour. Voilà. Et que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale afin que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et que nous puissions enfin voter des lois qui fassent avancer le pays dans le bon sens, des lois qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Alors, cette campagne est un peu spéciale, vous avez dû vous en rendre compte, hein, puisque M. Zemmour a eu la bonne idée de s'inviter sur la circonscription. Donc, elle est devenue extrêmement médiatisée. Je pensais faire du porte-à-porte, ce que j'ai l'habitude de faire depuis 5 ans, du porte-à-porte, des tractages, discuter avec les gens. Et au final, tous les projecteurs se braquent sur moi. Donc j'ai dû me former hyper rapidement au débat télévisé. C'est très compliqué pour moi quand je vous dis qu'au début, dans mon métier, quand je dois recevoir les parents d'élèves, pas tout seul, mais lors de la réunion de rentrée, ça me fait toujours stresser au bout de 27 ans. Mais finalement, maintenant, ça va. Je me sens de plus en plus à l'aise et puis je me dis que ça me forme pour le moment où je devrais prendre la parole à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est hyper formateur. Enfin, j'ai l'habitude de travailler avec les forces de la NUPES, puisque je ne connaissais pas Pierre Daspre avant, mais au niveau du Canet des Morts et du Luc en Provence, nous avons participé à la campagne des élections municipales de Roger de Pierre, voilà, qui est communiste. Donc nous avons fait campagne ensemble pour les municipales
pour essayer de battre mince, rappelez-moi, le maire qui était RN. Voilà, donc le maire n'est pas RN, il est En Marche. Voilà. Et puis, pardon ? Oui, ce n'est pas mieux. Et voilà. Donc sinon, je serai bien évidemment disponible à la fin de la réunion pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez me poser. Mais je passe maintenant la parole à mon suppléant, Bernard Dorn, pour qu'il se présente. Bonsoir tout le monde. C'est assez inhabituel, mais on se connaît à peu près tous, hein, je crois. J'étais gogolinois très longtemps. En faisant les marchés dernièrement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de têtes connues. Donc, vous m'avez peut-être déjà assez vu, alors on ne va pas rajouter. Ce qui me motive, c'est effectivement ce que Sabine a rassemblé sous l'aspect des trois urgences: urgence sociale, urgence démocratique et urgence écologique, qui sont intimement liées. On ne réglera pas une seule sans se préoccuper des autres. C'est même très difficile de trouver un ordre de priorité pour s'en saisir. On est sur des enjeux qui sont assez puissants, qui nous dépassent largement. Et on serre les coudes et on se dit qu'il faut se mouiller pour essayer de faire face. La question, c'est de faire face parce qu'il n'y a pas de fatalité. Et si je voulais rebondir sur la question de l'urgence démocratique, je suis intéressé à échanger avec mes concitoyens pour qu'ils se reprennent en main, qui n'acceptent pas de se faire submerger par des fatalités ou des pseudo-nécessités, et qu'on retrouve un petit peu le sens de ce qu'est la démocratie, parce que c'est extrêmement simple à exposer. On parle du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. J'ai entendu des définitions données par des gens qui sont même présidents de la République. Et c'est du paternalisme vraiment lamentable. Et donc, je me suis mis à assister des gens qui sont depuis de longue date impliqués dans cette démarche républicaine, parce que j'ai eu l'impression que nos concitoyens étaient un petit peu écœurés. On l'a vu, hein, ça c'est un grave aspect du défaut démocratique, c'est l'abstention qu'il y a aux élections en général. Et donc l'idée, c'est, en s'appuyant sur un programme qu'on a trouvé tout à fait adapté aux besoins de chacun, surtout une grande cohérence d'ensemble. On invite chacun à prendre la peine d'aller peut-être compulser, c'est facile à trouver sur le net, hein. C'est très intéressant de voir comment chaque aspect de notre quotidien a pu être pris en compte, et comment le règlement de toutes les difficultés qu'on connaît tient quand même à une vision globale. Et c'est cette vision d'ensemble qu'on souhaite pouvoir faire partager à vous tous, voilà, notamment. Et puis j'arrête là. Et je me rends compte, ça c'est, je vous avais dit, hein, c'est le stress, que j'ai oublié de remercier. Je suis vraiment contente que Pierre Daspre soit ici ce soir en tant que représentant départemental du PC et voilà, donc participant à la NUPES. Et également Bernard Borgiali, qui a été chef de file pour les régionales et qui est accessoirement mon cousin et la personne que j'admire le plus. Voilà. Qui prend la parole, parce que j'ai oublié mon conducteur, évidemment.
À toi, merci. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, bon, c'est bien qu'il y ait une représentation pluraliste sur cette élection. Donc la NUP s'est créée. Nous, on avait déjà, dès le mois de mai 2021, appelé à une élaboration d'impact d'engagement commun. Bon, après, on est parti séparément au présidentiel, et donc ça s'est fait un peu rapidement, mais donc on a réussi à trouver les terrains d'accord sur un certain nombre de propositions. Donc c'est le programme, il y a 650 propositions. Il y en a un certain nombre sur lesquels on n'est pas d'accord. Bon, ben après, sagesse de l'Assemblée, puis on verra bien si on est élu, évidemment. Mais là, ça permet une dynamique. C'est ça qui est intéressant. On voit très bien qu'il y avait une grande demande de rassemblement chez les gens. Et donc, on a fait l'effort de se retrouver. Il y a 4 forces principales, la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et Europe avec les Verts. Avec un pôle écologique, avec quelques petits partis aussi, micro-partis qui se sont rassemblés également. Voilà. Donc on espère qu'il y aura une dynamique et que ça permettra d'arriver à une majorité à l'Assemblée nationale. Dans le Var, évidemment, c'est un département très difficile, mais on a eu des sondages qui sont intéressants et qui montrent qu'on peut gagner quelques circonscriptions. On ne prétend pas avoir les 8 sur les 8, hein, c'est pas possible. Mais il y a des sondages intéressants et donc ça redonne la pêche pour continuer cette campagne de façon dynamique. Alors maintenant, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est d'intervenir un peu sur un thème un peu plus précis. Et aujourd'hui, ce qui préoccupe beaucoup les Français, c'est le pouvoir d'achat. Voilà. Alors, comment on aborde la question du pouvoir d'achat? Il y a plusieurs entrées possibles. Notamment, il y en a une, c'est le blocage des prix. Hein. Tout le monde en parle. Hier, j'étais à Nice, j'ai assisté à un débat avec des candidats sur une autre circonscription. Et moi, j'écoute jamais le Rassemblement national. Je ne suis pas allé voir leurs propositions, mais à ma grande surprise, je vois qu'ils ont un volet social. Donc ils lancent des slogans, eux aussi. Donc j'ai appris que Marine Le Pen a été pour le blocage de prix de denrées, de biens de première nécessité. Voilà. Donc ils jouent cette carte-là aussi. Donc ça veut dire que de notre côté, je regarde, je suis allé voir sur le programme de la NUP les propositions qui sont faites. Mais donc les propositions en matière de blocage, c'est bloquer les prix de première nécessité, bien sûr. Et revaloriser les pensions de retraite, passer à 1 500 € minimum par mois pour une carrière complète, 1 063 € pour le minimum vieillesse, déconjugaliser et revaloriser l'allocation adulte handicapé, la H, au niveau du SMIC, instaurer la gratuité des quantités d'eau et d'électricité indispensables à la vie digne et aller vers la gratuité des cantines scolaires. Organiser une conférence sociale sur les salaires, la formation, les conditions de travail, rendre effective l'égalité salariale homme-femme. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de l'augmentation du pouvoir d'achat. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, au-delà de ça, à la situation aujourd'hui qu'on connaît et qu'on voit quels sont les moyens qu'on se donne pour arriver à ces objectifs. Quand on a des objectifs sociaux, pour moi, ça fait un peu comme un triangle. Vous avez un objectif, il y a 2 choses. Il faut des moyens financiers, parce que tout de suite, on va vous demander, mais où est-ce que vous prenez l'argent? Si vous voulez la retraite à 60 ans, avec 40 annuités ou 37,5, nous, on était pour 37,5. La France Insoumise, 40. Bon, on s'est aligné sur les 40. Bon, mais ça coûte quand même 100 milliards d'euros. Voyez. Donc, à chaque mesure, il faut essayer de trouver, il faut la chiffrer et trouver où est-ce qu'on va trouver les financements. D'une part, ça, c'est une chose importante. Et la deuxième chose importante, c'est les pouvoirs. Les pouvoirs qu'on se donne pour y arriver. Parce qu'il y a le chiffrage et après, il faut la possibilité de mettre en œuvre. Alors les pouvoirs, ça peut être les pouvoirs institutionnels, la 6e République, les changements dans les institutions. On a vu cette élection présidentielle où on a abouti à un goulot d'étranglement sur les 2 candidats. Il y a un problème là. Il y a un gros problème démocratique. Puis il n'y a pas que ça. Donc il y a ça. Et après, il y a les pouvoirs. Ça, nous, on insiste beaucoup là-dessus. C'est les pouvoirs des salariés et des travailleurs dans les entreprises. L'entreprise, c'est le lieu de création de richesse dans un pays. Donc, c'est très important. Et aujourd'hui, il y a une sous-citoyenneté des salariés, des travailleurs des entreprises. Bon, les remises en cause du droit du travail, la loi El Khomri, etc., je ne vais pas les citer, développer tout ça, mais on le sait. Et donc, il y a sur ce volet-là, il y a énormément de choses à faire. Donc, il faut donner des pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on s'est battu dans les négociations qu'il y a eu sur l'élaboration du programme de la NUP.
Nous, on a voulu porter très très fort, par exemple, des droits de veto suspensifs sur les plans de licenciement, des choses comme ça, qui ne sont pas acceptés par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Ça sera soumis à la sagesse de l'Assemblée. Mais donc, voilà, donc il y a ce volet-là. Si on veut arriver à des conquis sociaux, il faut avoir des moyens, il faut avoir des pouvoirs, et donc il faut en donner à, je dis à l'entreprise, les citoyens, je ne les oublie pas, les usagers, etc. etc. Voilà. Donc on a tout ça à travailler, et dans les moyens qu'on se donne aussi, il y a les moyens financiers. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut arriver à dégager des moyens financiers, et là par exemple, nous on a poussé sur la nationalisation des banques. On a poussé la nationalisation des banques. Il y a des banques généralistes, il y a la Société Générale, il y a BNP Paribas et il y a le groupe AXA. Nous, on a dit qu'il faut nationaliser. Parce que si on ne prend pas ce pouvoir-là, vous vous rappelez la phrase de Hollande, hein, mon ennemi c'est la finance, le discours du salon du Bourget. Non mais là, il y a une question très importante. Donc il faut qu'on puisse dégager des moyens financiers, il faut qu'on se donne ces moyens-là. Donc on a porté dans les négociations la nationalisation, qui a été acceptée par la FI, mais pas par le PS et pas par Europe Écologie Les Verts. Ils ne sont pas là, donc je peux les critiquer. Mais voilà. Donc vous voyez, le programme, il faut se donner les moyens de mettre en œuvre toutes les mesures sociales qu'il y a, que ça ne reste pas que des slogans. Oui. Parce que même, par exemple, la retraite à 60 ans, Marine Le Pen, elle le propose. Après, il faut voir les conditions dans lesquelles c'est. Hein. Voilà, combien il faut d'annuités, etc. Mais vous voyez. Voilà. Ouais. Ah, bon. Mais moi, je l'avais vu comme slogan à un moment donné. Donc, vous voyez, donc il y a la question des pouvoirs. Alors, je ne vais pas être trop long, hein, je ne vais pas trop développer, laisser un peu la parole à mon voisin. Mais aujourd'hui, la situation, c'est quoi? Telle qu'on la voit, nous, il y a une mainmise du capital sur l'économie française. C'est les banques, c'est la finance qui pilote tout. Et ils viennent de faire, en 2021, des profits records. Jamais ils ont fait autant de profits, les entreprises du CAC 40 en 2021. Les profits, ça a explosé. Au moment où les Français étaient en souffrance, en difficulté, et c'est à ce moment-là qu'on a vu bondir le CAC 40. C'est indécent, la situation. Donc, est-ce qu'on reprend la main là-dessus ou pas? Voilà, c'est les questions qui sont devant nous. Et aujourd'hui, donc, pourquoi il y a inflation? Parce qu'il y a un gonflement des capitaux de la sphère spéculative financière, bien sûr. Il y a aussi les conséquences du Covid, de la crise sanitaire, qui font qu'il y a eu des économies à l'arrêt. Et donc, il y a des difficultés dans l'appareil productif, dans les pays asiatiques, y compris même chez nous. Il y a des spéculations sur des matières premières, sur l'énergie, bon, je ne développe pas, mais sur certains autres, sur le lithium, sur d'autres matières premières, qui font que, et maintenant il y a la guerre en Ukraine aussi, bon, et donc on aboutit à une situation où il y a la lutte capital-travail, hein, moi je suis marxiste, hein, lutte capital-travail, eux ils veulent baisser le coût du travail en permanence, baisser le coût du travail. Donc, aussi bien les salaires que les minima sociaux que les pensions n'augmentent plus, sont quasiment bloqués dans notre pays, et par contre les prix des biens augmentent, donc on est dans la situation que les Français vivent avec souffrance, la situation du pouvoir d'achat. Voilà, donc comment on la résout? Tout à l'heure, j'ai commencé mon propos en parlant du blocage des prix, c'est une chose. Par exemple, les loyers. Le loyer moyen en France, c'est 680 € par mois. Quand vous voyez le tas du SMIC, il y a un problème. Donc il y a le blocage de certains prix, tout le monde... mais là, c'est difficile d'être un marqueur de gauche là-dessus, parce que, je le répète, le Front National et tout, moi je les ai entendus hier au débat, ils proposaient la baisse de la TVA. Donc eux aussi, ils avancent des mesures. Et nous, quel est notre marqueur? C'est l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des salaires. C'est pour ça qu'on porte très fort la revendication d'un SMIC à 1 500 € net, et qu'on veut provoquer une conférence nationale de discussion sur les branches après pour arriver à une augmentation générale des salaires. Voilà. Bon, donc vous voyez, je ne vais pas trop développer, mais vous voyez, moi ce qui est intéressant, c'est quand on se fixe ces objectifs, quels moyens on se donne pas. Voilà. C'est intéressant d'avoir un débat là-dessus. Voilà. Bon allez, je m'arrête parce que je ne veux pas être trop long. Je vais te donner la parole. Bien, merci pour l'invitation. Bien sûr, pour moi, c'est un bonheur d'être là parce que, à côté de ma cousine, on se suit depuis quelques années, on
on s'encourage et c'est pour moi un vrai bonheur de voir qu'elle se lance comme ça. Et en fait, ça fait partie aussi du combat politique. Le combat politique, et je pense que c'est ce qu'on a voulu dans le fait de se réunir d'abord dans la France Insoumise et aujourd'hui de manière inédite avec des partis qui ont pris la décision de représenter cette gauche dans ces différentes composantes. Eh bien, c'est que des gens de la société civile se disent maintenant j'y vais, quoi. Je prends mes responsabilités, je le fais parce que j'ai une vraie ambition pour les gens, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ce qu'on veut réussir plus tard. Donc pour ça, pour moi, c'est un vrai plaisir, c'est un bonheur. Comme elle l'a dit, j'ai déjà pas mal milité aussi ces dernières années, j'ai été candidat plusieurs fois, mais je suis d'abord et avant tout un salarié. Je suis conducteur de train à la SNCF, je suis syndicaliste depuis 22 ans, j'ai été secrétaire fédéral d'une fédération de cheminots. Et c'est à un moment donné, j'ai eu la même envie de dire, eh bien, il faut mettre ce savoir, cette expérience au service de la collectivité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à prendre la parole. Alors que parfois, c'est bien aussi d'être de l'autre côté et puis d'écouter les gens pour essayer de prendre des informations. Pierre, et c'est très confortable de passer après Pierre, parce que quand c'est un camarade du Parti communiste qui vous parle de pouvoir d'achat, eh bien, c'est rassurant, ça donne un vrai objectif sur ce sur quoi il faut aller. Et évidemment, je partage à 1000% ce qui a été dit. Et on comprend très bien que la difficulté du moment, c'est que si on rentre dans une situation arithmétique, c'est-à-dire qu'on compare les différentes positions, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sort, par exemple, dans la fonction publique, de 8 à 9 années de gel de l'indice, de gel des salaires. Ça veut dire que 8 ou 9 ans de gel des salaires, vous prenez sur une moyenne de 2% de l'inflation, votre salaire, il a perdu à peu près 16 à 17%. Donc ça veut dire que vous avez une perte de pouvoir d'achat qui est considérable. Pendant ce temps, vous avez la rémunération des patrons du CAC 40 qui prend 60% de la période de 2009 à 2018. C'est complètement délirant en fait. Donc ça veut dire une chose quand même qui est simple, c'est que le marché a pris le pouvoir sur le politique et c'est lui aujourd'hui qui décide de la manière dont les richesses elles doivent s'organiser dans le pays. Et force est de constater, c'est que ces richesses-là, elles ne vont plus dans la poche de ceux qui la fournissent, de ceux qui la créent, mais elles vont dans la poche exclusivement du capital. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le politique, cette matière noble qui doit organiser la cité, elle doit le faire depuis le postulat premier, de faire en sorte que chacun y retrouve son intérêt. Et aujourd'hui, avec une population qui atteint les 10 millions de pauvres, une précarisation du monde du travail et une difficulté pour se nourrir pour les étudiants et pour de plus en plus de travailleurs qui doivent faire le choix entre se chauffer, se loger ou s'alimenter, eh bien, il n'y a plus de discussion sur le modèle de société. Le modèle de société, c'est le capital se gave, il ne redistribue pas. Le ruissellement qui était annoncé par le président de la République Macron en 2017, il s'est fait à l'inverse, c'est-à-dire que ça a été très bien dit, les dividendes, ils sont exponentiels. Les richesses, elles sont exponentielles. Il y a 5 milliardaires qui détiennent à peu près 39% de la richesse de la population française. Ils détiennent à peu près tous les médias. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, eh bien, il faut changer le modèle. Parce que ce modèle, il a un deuxième effet, c'est que non seulement il atteint directement le pouvoir d'achat, qui est un pouvoir de dignité, il faut dire ce qu'il y a derrière le pouvoir d'achat. Ce n'est pas forcément le pouvoir de s'acheter un camping-car à 60 000 €, tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, mais c'est d'abord et avant tout le pouvoir d'accéder à des choses qui sont de la dignité, du principe de la dignité humaine, se loger, s'alimenter, avoir l'essentiel pour sa santé, et puis faire sa petite vie. Et puis si on réussit mieux, tant mieux. Mais d'abord, il faut mettre à l'abri les plus nécessiteux, les plus modestes, et que le travail, il ait un sens, il soit rémunérateur. De la même manière, on dit aussi, il ne faut pas s'aliéner au monde du travail. Le travail, c'est un moment de notre vie pendant lequel on donne sa force, sa jeunesse. Il faut donc pouvoir profiter de cet effet-là pour ensuite construire ses projets de vie, faire grandir ses enfants pour ceux qui en ont, et puis faire sa vie. Et puis ensuite arrive le moment où on cesse et on passe le relais aux jeunes. Voilà pourquoi, dans cet esprit de pouvoir d'achat, il y a aussi un pouvoir social sur sa propre vie, de pouvoir disposer de son temps libre. Et donc,
de dire à 60 ans, merci, au revoir, j'ai donné 40 années de ma vie pour ceux qui auront le plus cotisé, et maintenant je passe le relais aux plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de chômeurs. Voilà pourquoi. Parce que les jeunes, ils n'arrivent pas à rentrer dans le monde de l'emploi. Parce qu'à 62 ans, c'est l'âge maximum de vie en bonne santé pour les gens qui viennent du milieu du travail manuel. Donc, il faut absolument qu'on prenne des décisions fortes. Ça veut dire qu'on pose une vision. On ne fait pas de l'arithmétique. On ne dit pas « Ah, vous avez dit 62 ans, nous on dit 60 ans. Ah, mais vous baissez la TVA, ben nous on va baisser autre chose. » Non, ce n'est pas de l'arithmétique. La gauche, c'est une vision. Alors c'est une vision qui varie un peu en fonction de où on est. Si on est au PCF ou si on est au Parti Socialiste. Parti Socialiste, je parle de celui qui est rentré dans la Nouvelle Union Populaire. Hein. On est bien d'accord. On ne parle pas de François Hollande. Donc voilà où nous en sommes. Moi aussi, je veux pas trop... Je voulais vraiment qu'on s'appuie sur cette idée de vision, parce que c'est une vision du monde qu'on pose. Et puis bien sûr, derrière, c'est très facile après de dire, il y a un effet direct sur l'écologie, parce que si on organise le capital différemment, si ce capital, il revient dans les mains du monde du travail, s'il se redistribue dans la collectivité, s'il sert à des projets, s'il sert à construire nos services publics, à les reconstruire, s'il sert à la santé, à l'école, au transport, alors on améliore le pouvoir d'achat, parce que si vous avez des bons services publics, eh bien vous avez moins de dépenses. Si, là j'étais à Bordeaux, parce que je fais des déplacements à Bordeaux avec mon train, la première chose que je vois sur le journal, c'est les urgences de l'hôpital public de Bordeaux ferment, la clinique privée de Bordeaux ouvre ses urgences. C'est pas compliqué, le transfert du capital, il va dans les poches du privé. Aujourd'hui en PACA, vous avez la première privatisation du TER. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du billet, le prix de l'abonnement augmente. Et les tarifs de réduction disparaissent de 75 et de 50%. Voilà la réalité où elle est. Donc ça veut dire que c'est un transfert direct dans les poches d'entreprises privées, filiales, etc. J'arrête là, mais bien sûr, je serais très heureux qu'on poursuive cette discussion. Justement, pour en arriver jusque-là. Ah, je t'ai surpris. Hein. Pour en arriver jusque-là... Je me disais que ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé. T'as vu, je me range quand même. Hein. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que j'ai un petit peu de mal à lâcher le micro et à taper très fort sur les tonneaux pour que les gens se taisent. Oui. Pour en arriver là, justement, pour avoir une aussi belle alliance de gens qui viennent d'horizons de gauche, mais quand même avec leurs différences, il y a une candidate qui a été choisie, c'est Sabine. Donc, pour potentiellement aller rejoindre les 289 députés qu'il nous faut pour mettre un coup de pied aux fesses de Macron et de sa Macronie et du libéralisme pour enfin enclencher les choses pour faire face à cet avenir désastreux qu'on nous annonce tous et que l'on vit déjà actuellement. En plus de ça, on est dans le Var, on est quand même l'échantillon français par excellence. Que ce soit en termes de catégorie sociale entre la côte et l'arrière-pays, et que ce soit en termes de climat avec les incendies à outrance, les pénuries d'eau, etc., etc., et le désastre social que l'on peut voir aussi dans certaines communes où simplement à quelques kilomètres de différence, on a des communes très sinistrées socialement et des communes qui sont plutôt à l'aise avec des ghettos, des résidences surveillées, etc., etc., pour justement éviter que les deux se confondent. On avait Pierre qui nous a conçu une petite surprise pour Sabine et qui va nous envoyer. Donc j'en sais pas plus que ça. Et je me permettrai après d'intervenir avant de laisser la parole à Sabine. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet les plus belles phrases. Je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north.
courage au cœur, le langage subtil viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Est-ce que tu ressens le bonheur qui se dessine à l'horizon? Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Tout se donne, embrasser le monde entier. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Merci pour ce magnifique travail, Pierre. La musique était juste exceptionnelle. Merci beaucoup, Pierre, Yves, Maxime, qui a pris toutes les photos. Fabien, en fait, en 2017, quand j'ai commencé à militer, je vous ai jamais parlé, j'étais celle qui prenait les notes en réunion pour pas avoir à prendre la parole. Et c'est grâce à tous ces gens, voilà, qui sont à mes côtés, que aujourd'hui je suis là, que je crois en moi, que je suis sûre qu'on va y arriver. Et voilà, donc je vous remercie tous, le groupe de ceux de Bormes, ceux de Cogolin, tous ceux dont j'ai fait la connaissance pendant cette campagne. Merci à vous tous et vous toutes, vraiment, Richard là-bas, Thierry, Christelle, je vais en oublier, mais merci du fond du cœur. Quand on vous dit qu'on a la personnalité envoyée à l'Assemblée nationale. Et c'est pas rien. Là, on la voit être acte, elle va faire du porte-à-porte, elle va convaincre. Et croyez-moi, enfin vous le savez, on est tous du Var, c'est pas forcément des plus simples. Bien bizarrement, on se prend parfois des petites claques. En fait, l'accueil qui nous est réservé, que ce soit du Luc jusqu'à Vidauban, jusqu'ici, bah, il est plutôt très très chaleureux parce que les gens sont quand même largement en demande. On a tous conscience du monde dans lequel on vit. On a tous des cousins, des frères, des sœurs, nous-mêmes, des enfants qui subissent directement cet état de vie, cette urgence sociale qui amène toutes les autres urgences, l'urgence écologique, l'urgence démocratique, comme cela a été bien expliqué. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'est passé un petit truc en 2018, le 17 novembre 2018. Il y a eu une colère populaire qui a jailli, sous le trait justement d'une augmentation de prix qui passait un petit peu inaperçue concernant le prix de l'essence. Et là, la population, il y a eu une parole qui a été lancée et une ferveur qui est montée, une vague qui s'est poussée et qui a pris tous les ronds-points de tout le pays, dont notamment un joli rond-point qui se trouve au Canet des Morts, où il y avait une magnifique tour Eiffel, un arc de triomphe, et où beaucoup d'ailleurs d'acteurs qui se sont beaucoup investis sont présents dans cette salle. Je pense à Maxime, je pense à Poupou et Jézabel qui tiennent le stand là-bas, je pense à Thierry et Christelle, notamment Thierry qui est venu faire le premier concert. Je pense à moi-même qui tapais sur les tonneaux et qui était particulier. Et je pense aussi beaucoup à Sabine, parce que plus que, comment dire, de se ranger dans un clivage idéologique qui un peu nous dépasserait vis-à-vis de l'enjeu actuel, les Gilets jaunes nous ont apporté l'idée qu'en fait c'est tous ensemble qu'on arrivera à submerger justement cette horreur, cet autoritarisme libéral qui nous plombe dans nos vies, dans nos états d'esprit et dans ce que l'on vit actuellement, mais surtout dans ce qui est à venir.
Moi, j'ai toujours un petit peu avec moi ce petit truc-là, que j'aime bien mettre de temps en temps. Il en a subi des choses. Celui-là, il est allé à Paris, quand Fouquet's a brûlé par les policiers. J'étais là, je suis témoin. Celui-là, il s'est fait prendre 3 jours de garde à vue et 2 ans et demi de procès face au ministère de l'Intérieur et au CSI qui ont délibérément menti pour essayer de me mettre en prison. Ce gilet jaune, il a participé avec Sabine, avec l'ensemble des copains, et je te trouve assez humble quand même sur ce côté-là, à toutes les batailles qui soient, que ce soit du fait justement de faire pression sur de gros acteurs comme Vinci, mais aussi sur des manifestations où on savait pertinemment qu'on allait se faire casser les dents, qu'on allait se faire gazer. Et ben malgré ça, la colère, l'envie, justement, ce dynamisme étant tellement fort, la ferveur et nous tous ensemble étant tellement forts, on sait que l'on peut tout dépasser. Donc moi maintenant je le prends, cette petite chose que je ne lâche pas. Je sais que c'était une forme, que le combat continue. Il y a eu les nuits debout, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les émeutes de banlieue en 2005, qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu la France insoumise qui a porté la première élection de 2017, puis la deuxième élection de 2022. Aujourd'hui, on a les législatives, un 3e tour, justement pour aller conquérir ce que l'on se doit de ne pas laisser filer, c'est-à-dire notre avenir, notre liberté. Et je suis très heureux, justement, que ce soit une personnalité aussi forte, aussi marquée et aussi tempérée que Sabine Cristofani Viglione pour aller justement chercher ce poste à l'Assemblée. Parce que je pense pas que... Enfin, c'est la plus représentative un petit peu. Déjà parce que c'est une femme et qu'il y en a marre de voir des hommes au pouvoir à droite à gauche. Et c'est un homme qui vous le dit, qui vit avec une féministe, mais c'est pour ça, la déconstruction peut-être. C'est aussi une personne qui est très humble, qui reste assez rangée, plutôt que des gens qui ont un ego surdimensionné. Parlons pas de moi. Et c'est surtout une personne de caractère qui lâche rien, qui malgré justement les intempéries, malgré les claques qu'on peut se prendre dans les dents quand on va tracter, qu'on dit « Ah non, lui jamais. Moi, l'humanisme et tout, la liberté, la démocratie, jamais. Moi, c'est Zemmour, moi, c'est... Enfin bon, voilà, toutes les horreurs que même vous avez déjà pu croiser. Et bien malgré ça, on lâche rien. Justement, on pique pas du nez et on offre des prestations qui sont juste à couper le souffle. Je sais pas si certains ont pu la voir sur BFM récemment, où elle a coupé le soufflet à Zemmour, à Mauborgne, à Lotio. Et c'était juste des plus jouissifs qui soient. Donc pour tout ça, tu nous as remercié tout à l'heure d'un petit peu te soutenir. Je pense que si c'était pas toi, il y aurait peut-être pas eu un tel soutien. Et pour parler au nom des autres, je pense qu'on est tous très 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 heureux de faire partie de cette aventure. Je souhaite sincèrement qu'elle aille jusqu'au bout. Et justement, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi 289 députés, pourquoi il faut aller là-bas et pourquoi toi, tu as envie d'aller là-bas. Alors, 289 députés, parce que c'est la majorité à l'Assemblée et qu'avec ce nombre-là, voilà, on instaure une cohabitation, puisque le président sera obligé de choisir un Premier ministre en adéquation avec la couleur de l'Assemblée nationale. Voilà. Et de ce fait, on pourra non pas être dans l'opposition comme on l'a été durant ces 5 ans, mais être une force de proposition. Voilà, proposer les lois pour mettre en œuvre le programme de la NUPES. Donc c'est vraiment pour cela que je veux aller à l'Assemblée. Si jamais je n'y allais pas, ce serait pas pour moi que je serais déçue. Parce que je vous ai dit, j'adore mon métier, mais ça serait vraiment parce que comme après les élections présidentielles, c'est pour la marche ratée. Je pense à tous les gens qui souffrent beaucoup plus que moi, parce que j'ai une vie j'ai de la chance, j'ai un métier qui me plaît, ça va quoi. Mais quand je vois mes élèves, certains de mes parents d'élèves, des étudiants, la planète, la sécheresse, mais aussi les inondations qui ont touché Vidauban, quand je vois ces manifestations réprimées, je peux pas accepter ça, c'est absolument impossible, ça me rend folle de rage. Et c'est ça qui vraiment me pousse à me présenter.
Voilà, cette détermination, cette envie d'arrêter, d'enfin être pour et non pas contre, qu'on voit enfin le bout du tunnel. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous pouvez compter sur moi, ça, c'est sûr. Je pense que tous les militants et les militantes avec lesquels je tracte et je colle peuvent le dire. Je lâche difficilement le morceau. Et ma voiture a eu beaucoup de mal à se remettre des collages des présidentielles. Voilà, j'ai mis une journée à la remettre en état. Yes. On va arrêter de parler, on aimerait vous entendre. C'est-à-dire que on pense que si vous avez pris la peine de venir jusqu'ici, c'est qu'effectivement, vous êtes témoin de tous ces abus qui nous étouffent maintenant. On aura du mal à se résoudre à repartir pour 5 ans du régime de maltraitance qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et encore une fois, c'est pas une fatalité. C'est vrai qu'il y a une façon de présenter les choses des dominants qui finit par faire rentrer toute exaction dans la norme. On dit n'importe quoi, les mots sont utilisés pour leur faire dire autre chose, on tord la réalité, on tord les mots. Quand on vous enlève les mots, on vous enlève la capacité de penser en réalité. Et le mouvement qui se développe maintenant, et c'est un petit peu ce que cette union a permis de rendre plus palpable, c'est cette envie que nous avons de ne plus se faire dicter notre destin. Notre destin, nous l'avons en main. C'est à nous de nous en saisir. Alors, je ne sais pas ce que je devais raconter, mais je préférerais plutôt, si vous voulez bien, entendre les questions que vous avez posées. On va essayer de réagir à des questions, qui peuvent être des questions très précises ou des questions plus générales, à votre convenance. Qui veut poser Je vais une reprendre la main. Je te remercie, Bernard. Donc, tu as une question, je vais te donner le micro, et puis tu vas pouvoir l'énoncer à haute voix à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Écoutez, nous représentons le petit village de Bormes-les-Mimosas et le côté littoral de la circonscription. Alors on est un petit peu excentré, mais on a vraiment un très grand plaisir de venir ici à Cogolin. Et ma question, elle posera surtout la question de savoir comment est-ce qu'on peut être utile maintenant pour les 15 prochains jours pour présenter Sabine dans nos petits villages, etc., que ce soit à Colombrières, à Bormes, au Lavandou, et de façon à ce que les gens apprennent à mieux te connaître. Tu es déjà, enfin moi je vois que petit à petit tes passages à la télévision, etc., t'ont présenté comme une alternative à un débat qui est un peu stérile de la droite et de l'extrême droite. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait nous donner un petit peu des indications sur le programme qu'on doit suivre pour te mettre en... Voilà, pour essayer de te faire mieux connaître et sur les marchés du Lavandou et sur la place de Colombrières, etc. Parce que je pense que ça en vaut la peine et qu'il y a un potentiel pour ta candidature. Merci Thomas. De toute façon, je n'allais pas vous laisser repartir sans vous donner une petite mission. Hein. Donc, le premier sondage qui est sorti, commandé par Ipsos, donne les résultats. Enfin, après, on leur accorde le crédit qu'on veut, hein, mais je suis à 19%, la NUPES est à 19%, Monsieur Lotio du RN est à 21%, Monsieur Zemmour à 24% et Sereine Mauborgne de Ensemble La République En Marche, voilà, est à 28%. Donc, je ne m'attendais franchement pas à avoir un score aussi élevé dès le départ.
Donc ça ne peut être qu'encourageant, d'autant qu'on sait que la gauche démarre toujours bas et finit plus haut que ce que le disent les sondages. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a 52% de personnes, enfin, aux dernières nouvelles, qui ne comptent pas aller voter. Donc il faut vraiment essayer d'organiser le plus de discussions possible. Alors, vu le temps réduit, peut-être des porte-à-porte, peut-être des rencontres. Nous, on va aller faire ça, par exemple, au Luc, dans les logements sociaux du Luc en Provence, du Canet des Morts, chose que j'ai déjà faite, qu'on a déjà faite pour les présidentielles, pour essayer vraiment de leur dire, écoutez, c'est vraiment le dernier moment où vous pouvez influer sur, avant 5 ans, sur quelque chose. Il faut, dernière station avant le désert, il faut vous mobiliser. Nous avons un réel programme qui augmentera votre pouvoir d'achat. Il est chiffré. Chaque promesse que nous faisons, nous pouvons dire comment nous allons la financer. Voilà, je pense que c'est déjà une clé. Et puis également, ça y est, les affiches non officielles sont arrivées. Les officielles ne sauraient tarder. Donc on va voir mon visage, celui de Bernard, sur les panneaux. Tous ceux qui veulent des tracts ou des affiches peuvent en avoir ce soir. Et ensuite, moi, je vais essayer de me démultiplier. Donc, je n'ai pas encore d'hologramme, comme Jean-Luc Mélenchon. Voilà, parce que avec nos petites mains, on n'a pas encore les moyens de faire d'hologramme de moi-même et de Bernard. Et du coup, je vais aller venir à Bormes. À Colobrières, j'y suis déjà allée dimanche. Voilà, je vais essayer d'aller dans le plus d'endroits possible, mais vous pouvez m'aider en organisant des tractages, en organisant des porte-à-porte, tout ce que vous voyez utile pour convaincre les personnes, un, d'aller voter et deux, encore mieux, d'aller voter pour nous. Alors, j'espère que ça répond un petit peu à votre question. Moi, pour rebondir un petit peu là-dessus, en tant que gilet jaune qui ne respecte pas le cadre, je veux juste te dire, si je peux me permettre de tutoyer, qu'il n'y a pas en fait une occasion, comment dire, on en a 36 000 des opportunités. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un contexte, dans une époque qui est juste extraordinaire, que jamais l'humanité n'a connu, que ce soit socialement, économiquement, écologiquement. C'est un désastre. Le rapport du GIEC au mois de février disait si on ne change pas radicalement les choses dans les 3 ans, ça ne sert à rien de planter quelques promesses que ce soit pour les 10, 20, 30 ans à venir. Donc en fait, ça nous prend tous les tripes, ça nous dépasse. À la caisse du supermarché, chez la boulangère, à l'épicier quand vous allez chercher une bouteille de vin, ce genre de choses. Toutes ces occasions sont favorables justement à une opportunité. Moi, par exemple, j'habite dans la zone HLM de Flyhusk. C'est le petit ghetto de pauvres malgré nous. J'ai 2 voisines de 74 et 76 ans qui sont plutôt bien mangées par la télé et qui ont une tendance à voter un peu malgré elles, parce que les valeurs qu'elles portent, c'est pas du tout ça, un peu à droite, même très à droite. La chose étant, elles gagnent 700-750 euros de retraite tous les mois. Elles sont obligées à 74 et 76 ans de faire les ménages tous les après-midi, alors qu'elles ne sont pas cassées, non, elles sont pulvérisées. Donc moi, j'ai trouvé justement ce biais-là, en leur parlant de ce qu'elles font, de leur vie actuellement, de la vie de leurs enfants qui sont en train de se détruire comme pas possible. L'une de ces personnes, son fils est revenu chez elle alors qu'il a 45 ans. Et ça, en fait, nous, on en connaît tous. Et les gens que l'on rencontre, ils en connaissent tous. Là, je vous parle du social, mais écologiquement, on est dans le Var. Tout le monde a vu les feux de forêt, surtout ici. On est quand même très très bien implanté. En venant jusqu'ici, on passe, il y a des hectares et des hectares et des hectares de brûlés. Le niveau de la mer qui monte, Saint-Tropez, là, dans 20 ans, ça n'existe plus. Donc même les Tropéziens sont concernés. Les casinos, tout ça, ça n'existe plus, ça sera sous les eaux, il faudra y aller en tenue de plongée. Et c'est chaque petit biais comme ça, chaque petite opportunité dans laquelle on peut rentrer pour pouvoir rebondir. Est-ce que quelqu'un a une question? Je t'en prie. Bon. On a parlé de marxisme, enfin, moi je vais parler de morale, de Marx, du capitalisme, je vais parler du moral. Hein. Alors, vous êtes aperçu qu'il y a une déferlante de journalistes, de journaleuses plutôt, qui passent à la télévision, victimes des patrons, des oligarques qui dominent les médias, et là, on disent que du mal de nous. Hein. On a déjà perdu, tout le monde le dit.
Je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai commencé à voter à 20 ans, en 1947. Et quand il y a eu l'unité, toujours, on a gagné. Quand j'ai voté, moi, il y avait la guerre froide. Pour vous dire que la lutte était intense. Était intense. Donc, je vais vous dire qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas laisser abattre. Et ce sentiment, nous devons le porter parce qu'à la fin, c'est nous qui gagnons. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'il dit Ruffin. Tiens, il a compris parce qu'il dit Ruffin et comment s'appelle le journal? Le Fakir, voilà, bravo. Fakir que vous pouvez aller chercher juste après au stand de Jézabel et de Poupou, en passant voir les magnifiques tuiles de Christelle Prieur aussi, qui a un don extraordinaire. Une question là-bas. C'est du sport. Voilà, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de ce que j'ai entendu jusqu'alors. Parce qu'effectivement, chacun dans son coin, on rumine depuis pas mal d'années. En tant qu'ancien militant du Parti socialiste, du pseudo-parti de gauche, je devrais dire plutôt que le Parti socialiste, j'ai, depuis 1992, déchiré ma carte et attendu depuis longtemps que se passe l'événement que nous vivons, c'est-à-dire un accord entre les formations majoritaires. Voilà, je ne veux pas allonger mon propos. En termes de stratégie, je pense que pour convaincre et pour avoir des voix très très vite, vu l'urgence et le délai qui nous est imparti pour essayer d'aider notre amie Sabine, je pense qu'il faut hiérarchiser les arguments. Si on parle tout de suite de nationalisation bancaire, excusez-moi monsieur, j'ai eu beaucoup d'amis communistes dans ma vie, donc ce n'est pas le problème. Je pense que ça ne va pas fonctionner sur un électorat qui est plus ou moins, j'allais dire, branché sur les questions, ce genre de questions. Par contre, il faut absolument aller... Moi, j'entends beaucoup parler de pouvoir d'achat. J'ai beaucoup aimé, surtout d'ailleurs, le propos de notre ami syndicaliste. Je pense que le pouvoir de vivre, ça traduit bien l'objectif plus que le pouvoir d'achat. J'ai jamais aimé cette expression pouvoir d'achat. D'ailleurs, quelqu'un a dit, oui, il ne s'agit pas d'acheter des objets à l'infini. C'est complètement contraire, d'ailleurs, à nos objectifs en matière d'écologie et en matière de sobriété. Donc, il faut essayer, en très peu de temps, de dire aux copains que nous rencontrons, le mot copain avec beaucoup de guillemets, que ce soit la boulangère, comme le disait très justement notre ami à l'instant, ou tous les gens que nous pouvons croiser, il faut essayer de détruire les opinions absolument catastrophiques qu'on entend sur les médias systématiquement. La NUPES, c'est M. Chavez, la NUPES, c'est la Colombie, la NUPES, c'est bientôt Staline. Donc ça, c'est absolument catastrophique comme impact. Et il faut qu'on puisse répondre. Alors, en termes de stratégie, je ne sais pas si on a établi une petite hiérarchie d'arguments à utiliser pour que, effectivement, nous sachions aller à l'essentiel et pas parler seulement non plus du pouvoir d'achat, même si c'est quelque chose qui peut être premier, mais insister sur le côté démocratique, c'est-à-dire mise en place d'un dispositif qui, même si on n'a pas la majorité, permet aux deux chambres d'être un petit peu plus, j'allais dire, fonctionnelles. Et c'est, moi je suis d'ailleurs pessimiste de nature, je me dis que si on a plus de 150 députés à l'Assemblée, ce sera déjà formidable. Et convaincre, l'idée de Jean-Luc Mélenchon est merveilleuse, dire tout de suite on va élire un Premier ministre, c'était la provocation parfaite pour ceux qui ont de l'humour et du second degré. Mais seulement dire aux gens, venez voter, donnez-nous une voix, pour qu'à l'Assemblée nationale, il y ait au moins une force d'opposition réelle et non pas ce qu'on a vu là depuis 5 ans, et même, j'allais dire, presque quelquefois depuis plus longtemps, quand j'ai vu certains députés socialistes qui étaient complètement, j'allais dire, compromis. Là, je leur en veux beaucoup. Je leur en veux beaucoup parce qu'on avait, à une époque, on aurait pu faire de très belles choses à partir des années 80 et on a tout raté. Donc, il est encore temps de survivre. Voilà, je ne suis pas plus long. La question, c'est est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la stratégie que vous avez mis au point pour essayer de convaincre
Voilà. Même dans les médias, je pense que les médias sont, la télévision et les réseaux sociaux, beaucoup plus efficaces aujourd'hui parmi les nouvelles générations. Et ce sont les jeunes qui ont voté pour Mélenchon. Je vais essayer de vous répondre. Merci de votre intervention déjà. Nous, on partage votre propos et à rencontrer des gens. Ça ressort bien cette idée que faut reprendre le dessus. Sur la question de la hiérarchisation, c'est difficile et en réalité, chacun a sa propre hiérarchie. Donc, souvent, on le rencontre et ça, c'est en phase tout de suite. C'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Il y a cette question qui a déjà été soulevée ici de l'imbrication des urgences que nous connaissons maintenant. On n'a pas besoin de développer quand on sait qu'on est dans l'urgence sur tous les aspects. Mais ce qu'on essaie de prioriser malgré tout à la rencontre des gens, c'est de s'assurer qu'on est bien sur les questions du quotidien qui les concernent. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on s'adresse à vous. Et si on a un petit peu extrapolé, essayé de creuser certains aspects, l'idée c'est que vous êtes des vecteurs et on compte sur vous pour, autour de vous, et tenir votre raisonnement et soyez sûr que vous êtes dans le vrai et il ne faut pas se laisser impressionner par les médias, tout ça. Mais évidemment, à la limite, on va peut-être se féliciter de voir toutes les cochonneries qui se déversent sur la NUPES et tout ça. C'est qu'en réalité, c'est la peur là, qui se traduit. Et je suis content, moi, de voir que la peur est enfin dans notre camp. Et cela dit, vraiment, vous êtes tous des vecteurs. N'hésitez pas, d'autres l'ont dit, parlez à votre même aux pharmaciens, à la boulangère et à tout le monde. Il faut parler. Il faut parler entre nous. C'est étonnant de découvrir tout ce qu'on a en commun, en réalité, dès qu'on s'adresse un peu à l'autre et qu'on s'intéresse à ce qui est prégnant pour lui. Et cette découverte de tout ce qu'on a en commun, c'est ce qu'il y a de plus encourageant. Et je ne doute pas que même des gens qui aujourd'hui se sont révoltés et sont partis dans des considérations qu'on comprend difficilement parce que ça paraît être quand même un petit peu étroit, je pense au racisme et des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est leur volonté de se révolter. Et après, les aider à canaliser. Il y a cette question, j'y reviens, on se fait voler les mots. Eh bien, prenez la peine de retrouver les mots et vous échangez avec tous vos proches et tous les gens que vous rencontrez. Vous verrez, c'est vous qui êtes le meilleur support pour défendre vos intérêts et nous, on se contentera de les porter le mieux possible. Voilà. Merci pour cette intervention, car ouais, on rappelle justement ce que l'on subit aujourd'hui, c'est ce qui a été voté et passé à l'Assemblée nationale. Donc si on n'envoie pas de bons soldats là-bas, entre guillemets, de bons camarades, de bons copains, de bonnes copines, en fait, on ne va pas changer grand-chose. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Parce que moi, j'en avais une, en fait. Je voulais juste savoir, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a eu... je crois une intervention une intervention de Macron justement sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui dans soi-disant le pays des droits de l'homme où les violences policières n'existent pas, le grand débat de Gréoux-les-Bains, est-ce qu'on peut parler de démocratie en France aujourd'hui? Bon, de démocratie en ce moment, non, pas vraiment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Fabien, quand on voit les manifestations, la répression qu'ont subi les Gilets jaunes, voilà, avec les gazages,
Oui, le gazage, ça se dit. Le fait de prendre les manifestants dans une nasse, ça a été interdit depuis non, même pas. C'est nous qui voulons l'interdire, très bien. Parce que je trouve ça tout à fait normal d'interdire. Voilà, donc tout ce qui permettait aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer a été violemment réprimé. Le fait que les médias appartiennent, que 90% des médias appartiennent aux grands groupes, ça n'aide en rien à faire entendre la vérité. Il n'y a qu'à voir comme ils passent sous silence certaines affaires, comme les micmacs là, du cabinet McKinsey, ou les histoires de masques au début de la pandémie, ou plein de choses comme ça. Donc, franchement, quand les grands groupes d'information appartiennent à des gens qui ont financé la campagne de l'actuel président, non, on ne peut pas parler de démocratie non plus. Ensuite, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, on revient à la question des institutions. En fait, si les institutions sont dévoyées comme on peut le mesurer maintenant, ça donne le niveau de démocratie auquel on nous contraint. Poser la question, c'est déjà y répondre en réalité. Bon, alors là aussi, je dirais que ça nous revient de savoir mesurer à quel moment on coupe dans nos libertés, qui ont été durement acquises par nos anciens. C'est à tout niveau la façon dont il y a vraiment des droits soi-disant imprescriptibles qui sont piétinés, et on arrive sinon à l'accepter, du moins on se fait une raison, on dit ça va passer. Non, ça passera pas si on laisse passer. Donc on en revient vraiment, chacun d'entre nous devons nous insurger dès qu'on piétine ce qui nous paraît normal. C'est acquis, la liberté de ceci ou le droit de cela, quand en réalité, non, c'est chaque jour que ça doit se défendre, parce que c'est chaque jour que c'est agressé, quoi. Voilà. Alors, sur la démocratie, eh ben, vite, vite. Alors, ce que propose le programme, c'est bien dès que possible, convoquer la nouvelle constituante. Ce n'est pas des choses automatiques, c'est pas prévu. On a une constitution, la Ve République, il faut le savoir, qui ne prévoit pas d'être réformée. Alors, il y a déjà eu 26 reprises, mais il n'y a pas d'article qui prévoit les conditions de sa remise en cause. Donc, ça va forcément passer par une requête à la population, parce que ça, le référendum, c'est prévu dans la Constitution, et c'est à la suite d'un référendum gagnant que le gouvernement pourra installer une nouvelle constituante. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait des gouvernants qui en aient envie, donc il ne faut pas se tromper, il faut mettre la bonne assemblée pour ça. Et ensuite que ce gouvernement mette en place tout de suite la bonne question pour un référendum qui prévoit de lancer la constituante. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'impose, parce que les libertés qui s'effritent, qui s'affadissent, ça tient aussi aux institutions qui deviennent, qui se délitent, quoi. Et donc, il faut les reprendre. On est sur une constitution, c'est le 1958, qui a été construite dans un moment de trouble extrême, puisqu'il y avait la guerre d'Algérie, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs. Il a fallu 30 ans de plus pour qu'on lui mette on accepte de lui mettre le mot guerre dessus. Et pendant tous ces troubles, il y a une poignée de gens derrière un bureau qui ont travaillé à trouver un texte qui garantisse que le président de la République n'ait pas à subir des déconvenues ou de mise à bas par des généraux factieux ou des choses comme ça. Donc c'est une constitution de crise. Et bon, maintenant, 60 ans plus tard, quoi, c'est vraiment tout a changé, tout a changé. Comment on peut se contenter d'institutions qui ne pouvaient pas voir aussi loin, qui ne pouvaient pas envisager le désordre dans lequel je n'aime pas le mot désastre, parce qu'on est des grands et on saura se saisir des choses dès lors qu'on s'en donne les moyens.
mais refonder nos institutions nous paraît quelque chose d'indispensable. Et moi, j'ai adhéré à ce programme, notamment pour cette question-là. Oui, d'ailleurs, les médias posent pas toujours les mêmes questions, mais il y en a beaucoup qui reviennent. Et souvent, on me demande quelle loi j'aimerais voir porter mon nom. Donc, ça me paraît... et c'est vrai qu'à chaque fois, on verra bien, mais en tout cas, le projet que je veux vraiment porter en premier, et je ne serai pas la seule, hein, puisqu'il est dans le programme, c'est le passage à la 6e République et le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Non, en plus, je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, puisque c'est ce qui m'est venu du cœur quand les médias m'ont interrogé là-dessus. Donc, vous pouvez compter sur moi pour défendre ça en tant que gilet jaune. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Et voilà, et en tant que député. Elle le fera. Moi, je voudrais dire juste un petit mot. Après, bien sûr, Pierre, tu pourras réagir. Mais la démocratie, c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on peut tout y mettre dedans. On peut faire de l'arithmétique pour le pouvoir d'achat, où chacun se pouille des chiffres. Et la démocratie, c'est une histoire de consentement. Donc, il y a des gens qui vont la prendre, qui vont la braquer, ils vont faire un hold-up sur la démocratie. Mais en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus le consentement. Le référendum d'initiative citoyenne, qui est parti au départ des Gilets jaunes, il est venu d'un principe simple, c'est que les gens ils veulent être partie prenante de la vie de la politique. Parce que quand bien même on est dans un système représentatif, il n'empêche que, et on l'a vu, ceux qui prennent le pouvoir, bien souvent, soit ne respectent pas leur programme, et ils en font un autre, soit au nom de différentes problématiques ou d'urgences en changent, soit passent par un conseil de défense qui prive, ou soit se réfugient derrière les institutions, comme le disait Bernard, de la Ve République, qui donne un pouvoir monarchique au président de la République, qui lui permet de ne plus s'adresser à l'Assemblée nationale, de ne plus s'adresser au Sénat, de ne plus s'adresser à personne, et d'appliquer la Constitution telle qu'elle est. Ça veut dire qu'on a en face de nous une Constitution dangereuse, on a un manque de consentement, pour ne pas dire une absence de consentement sur beaucoup de sujets, notamment les sujets socio-écologiques, et celui qui en a fait l'exemple majeur, c'est Emmanuel Macron, le premier, puisque quand il y a eu les Gilets jaunes, il a dit je vais me saisir dans les mots, dans la rhétorique de cette idée de démocratie, je vais faire des grands débats, juste sur les problématiques écologiques, où il y a eu, d'ailleurs, de la part de ceux qui ont participé, des vraies pistes qui devaient changer les choses d'un point de vue écologique, sur le glyphosate, sur les nicotinoïdes, sur les tueurs d'abeilles, sur les pesticides tueurs d'abeilles, sur l'agriculture biologique, sur le fait de redistribuer vers l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'il est ressorti de ce grand débat qui aurait pu être un souffle démocratique? Eh bien, tout ce qui était important a été balayé du revers de la main. Rien n'a été transposé dans la loi. Sabine, elle est porteuse, et le camarade Gilets jaunes, il l'a dit, depuis le début de cette dynamique, c'est à la fois un choix politique, c'est un choix de société, c'est une société du bonheur. La société du bonheur, c'est une société du consentement. C'est une société où les gens y participent à la vie politique. Donc je pense qu'avec Sabine, on n'aura pas de difficulté par rapport à ça. Oui, sur la démocratie, quelques exemples. Et 2005, traité constitutionnel européen. On mène la bagarre. Je me rappelle, on était ensemble là, pour le non. On obtient la majorité, le traité est rejeté, il repasse par la fenêtre quoi, en 2009. Quoi. Donc, après, on se pose des questions sur l'abstentionnisme des citoyens, mais voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Bon, là, le débat présidentiel, c'est quand même lamentable. Donc Macron, il y a eu la guerre en Ukraine, donc il a revêtu les images de chef de guerre, etc. Mais il n'y a pas eu, les Français n'ont pas eu droit à de véritables débats sur les enjeux de société. Et pourtant, ils sont très forts parce qu'on est dans une crise systémique là, du système. Donc il va falloir bien changer les choses un jour ou l'autre. Donc il y a tous ces exemples institutionnels. Je pense aussi, mais si on prend les communautés de communes, on a obligé les communes
à rentrer dans des EPCI, soit des comités de communes, des comités d'agglomération, des métropoles, etc. Mais on éloigne, mais c'est fait exprès, on éloigne le plus possible les élus des citoyens. C'est le but. On l'a dénoncé depuis des années, depuis 20 ans. Et à chaque fois, ils en rajoutent une couche. Il y a eu obligation. C'était obligatoire. Les communes ne pouvaient plus rester en dehors. Donc maintenant, vous avez chacun qui a ses petites compétences, là, et puis donc le citoyen, quand il a un petit problème, eh bien, à qui s'adresser, eh bien, c'est fini. Hein. C'est là-haut que ça se décide, et terminé. Voilà. Ils ont peur de la démocratie locale. Ils en ont peur. Les communes, et les départements, parce que le département a été menacé par Valls, quelqu'un a cité tout à l'heure. Donc à chaque fois, ils en rajoutent une couche pour essayer etc. Et après, je viens aussi sur la démocratie dans le monde du travail, parce que ça, je l'ai cité tout à l'heure, et j'y reviens. Mais il faut voir quand même ce que subissent les syndicats. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Hein. Là, il y a eu des luttes. Moi, j'étais voir l'incinérateur, là, des types qui ont fait grève à l'incinérateur de la Goubran. Il faut voir comment les patrons les considèrent, mais comme des sous-hommes. Ils sont mis devant, ils ont fait grève et ils ont occupé H24 là, avec des barbecues et tout ça. Il n'y en avait pas un qui était syndiqué. Pas un qui était syndiqué. C'est l'Union locale CGT de Toulon qui a pris les choses en main et qui a mené la bagarre. On a été les soutenir. Quelques élus, quelques responsables politiques, mais on mesure, donc là, moi je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la sous-citoyenneté qui est à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise, c'est un monde où on ne doit pas faire de politique, où le syndicalisme est à peine toléré, quoi, dans certains endroits. Voilà. Donc oui, ben, il y a la Constitution, ok, puis il y a tout ce qui va autour dans les problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc, difficile, beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Voilà, les syndicalistes qui ont entendu ce que je disais, tu vas témoigner, Claude. Voilà, non, sur les choix des élus, nous, on s'est battu à l'usine des Torpilles pour éviter la fermeture. On a réussi, pas complètement. On voulait aussi sauver la Londe, mais la Londe a été sacrifiée. Et il y avait un projet qu'on a développé syndicalement, qui a été repris par les élus des 12 communes, ce qui est assez exceptionnel, qui était de faire en sorte que si l'usine venait à disparaître, ou dans la partie de l'usine, il y a 12 hectares, hein, donc il y avait une partie qui allait se libérer, et il était question d'en vendre une partie. On avait dit, dans ces conditions, et ça, on a réussi à le faire inscrire dans le SCOT et dans le PLU de Gassin et dans le SCOT local, donc que ces hectares serviraient non pas à faire une marina de plus, mais à recueillir des emplois industriels au sens de recherche liés au métier de la mer, liés à la recherche et développement. Donc on avait dans un golfe dédié au tourisme, on avait ici un pôle qui aurait pu très bien servir à des activités développées. Je pense que la France insoumise aussi a fait des avancées dans les recherches sur l'économie de la mer, maritime et tout. Bon. Donc nous, on était inscrits là-dessus. Les 12 maires se mobilisent pour racheter ces terrains. Parce qu'entre-temps, Naval Group a décidé de vendre les terrains. Et le problème, c'est que l'offre qu'ont fait les élus n'était pas suffisante. Il y a un marchand de soupe belge qui, lui, a raflé la mise parce qu'il avait les crédits. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé sous la Macronie, que l'État est majoritaire à Naval Group, et on n'a pas vu la députée se battre là-dessus. Il y avait les 12 maires, oui, sauf celui de Cogolin. Mais peu importe, qui étaient pour racheter ces terrains, et on les a bradés au plus offrant. Voilà. Donc là, c'est encore un exemple de est-ce que c'est démocratique? Non, il y avait pour une fois une volonté locale qui émanait à la fois des représentants du personnel. Et donc là, on voit le rôle que peut jouer un syndicat que peuvent jouer des syndicats dans une entreprise, parce que moi j'ai été le porte-parole des syndicats. Et on voit que les élus étaient en convergence, et on voit que la Macronie, elle a sabordé le site.
Justement, c'est ce qu'on peut voir, ce qui a bien été dit par le camarade Monsieur Pierre Daspre, c'est qu'on nous éloigne, mais non pas comme l'abstention, c'est pas une réponse, c'est pas parce que les gens se fichent royalement de dans quel pays ils vivent. C'est simplement parce que les possédants, les décideurs ont tout intérêt à nous jeter très 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 loin des règles du jeu du Monopoly. Et plus ils font ça, plus ils s'accaparent le pouvoir. Et dans un état de désastre où toutes les variables environnementales, économiques, écologiques, sociales, sanitaires, etc., etc., sont dans le chaos total, leur intérêt à eux, c'est qu'on s'emploie pas, qu'on s'en fiche, qu'on reste un petit peu devant notre télé, qu'on parle des sujets dont ils ont envie qu'on parle, qu'on mette le masque quand ils ont envie qu'on mette le masque, qu'on le retire quand ils ont envie qu'on le retire, ce genre de choses. Donc nous, notre intérêt à nous, c'est de prendre part, de mettre le pied à la porte et de s'insurger, comme ce qui a bien été dit, pour justement ne pas se laisser faire et reprendre le pouvoir et justement refaire les choses. Oui, dans cet ordre d'idées, je dirais que ça permet quand même de toucher du doigt. C'est pas une mésaventure, c'est dramatique. Hein, mais en même temps, ce que vous relatez ne dit rien de la mauvaise foi de certains, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui s'est passé, c'est parfaitement légal. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour donner c'était une entité publique qui a été fourguée à Naval Group, et ensuite, ils sont propriétaires du tout. Et comme c'est leur propriété, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Dans le détail, il faut savoir que ça a été difficile d'obtenir une estimation des domaines pour pouvoir faire une offre correcte. Il y a plein de choses. Quand on parle de mauvaise foi, retenons une chose, c'est que ce désastre, ça c'en est un, parce que c'est très très incident sur l'ensemble du territoire. Ça n'a été possible que parce que en fait, c'est légal. Donc si vous voulez, on en revient à la question du jour. Il faut mettre des gens qui font de bonnes lois à l'Assemblée nationale. Oui, et même ils sont plus que tolérés parce que quand on en identifie certains, on arrive à les faire barrer de la liste parce que, comme vous comprenez, ils sont en Europe, il y a un paradis fiscal en Europe. Noyés par des, par une tendance d'affairisme. C'est-à-dire que M. Macron a mis 5 ans en place, sans changer de loi, des conditions autoritaires politiques sur ces préfectures, etc., sur les problèmes d'environnement. Tous les problèmes d'environnement sont jugés en fonction du bénéfice et du risque économique. Oui. Non, mais en fait, il n'y a pas de problème d'environnement. Il y a comment je fais avancer l'économie. C'est vrai que c'est on peut le donner le micro. Ouais, Oui. Bon, celui qui a acheté, à mon avis, il a fait un placement dans le golfe de Saint-Tropez, on le comprend. Il n'a peut-être pas prévu qu'avec la montée des eaux, il va perdre un peu de ses hectares. Mais bon, passons. Oui, qu'est-ce que je voulais dire du coup, hein, en disant des conneries. Égalité. Je perds le fil. Oui, c'est que... Et de procédure dilatoire. Le SCOT est toujours valable et le SCOT ne permet pas de construire de marina. Ça doit être réservé à un usage industriel.
Moi, je vous entends. Je Alors, voudrais... c'est le sens du SCOT. Ça veut dire qu'il faudrait modifier le SCOT pour faire ça. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord s'emparer de la mairie de Grimaud. C'est envisageable avec les moyens. Et il faudrait réviser le PLU de Grimaud. Il faudrait modifier le SCOT. C'est quand même une procédure assez longue que l'acquéreur. Mais je veux dire qu'à l'issue de ce genre de procédure, ça nous laisserait peut-être du temps pour envisager une riposte. Alors, on va pas faire de... On va éviter de trop s'attarder sur une question. Je suis disposé, si vous voulez, tout à l'heure, on va aller boire un coup. Et on pourra approfondir. En 2 mots, j'entends bien la réflexion de Thomas sur la question de la légalité. En réalité, c'est vrai, c'est pas tranché par un tribunal. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ça fait partie des choses qu'on nous retire et contre lesquelles on ne va pas les s'insurger parce que ça devient tellement normal. Donc, c'est vrai que a priori, il y a un propriétaire qui dispose de son bien. Voilà. Ça peut se discuter au tribunal. Oui, voilà. Mais oui. Et... Oui. Alors, attendez. Moi, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne va pas s'embarquer là-dedans, parce que je vous parlerai du SCOT, si vous voulez. Il faut savoir que, par exemple, à Sainte-Maxime, il y a une 13e agglomération qui s'est faite, qui s'appelle Les Moulins. 3500 logements, d'accord, c'est pas rien. Tous les commerces, il y a tout, il manque une mairie. Donc, et le SCOT, à ce moment-là, qui était en vigueur, disait pas de 13e agglomération dans le Golfe. Ça s'est fait. Donc, c'est-à-dire que même quand on a des textes, on n'est pas sûr que ça va pouvoir être respecté. Et là, ça dépend des représentants dont nous disposons. Voilà. J'en dis pas plus parce qu'après, je vais avoir au tribunal. Mais vous trompez pas de représentants, messieurs là. Je te remercie beaucoup, Ben. Il y a Pétia qui voulait parler tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais connu de super militants. Je t'ai oublié, j'ai oublié Sylvie et puis j'ai oublié aussi Rally là, si aussi. Et j'ai parlé de Maxime et je me fais toujours le tirer les oreilles parce que j'oublie de dire que c'est mon directeur de campagne. Mais si j'oublie de dire que c'est mon directeur de campagne, c'est parce que c'est avant tout mon ami. Voilà, on habite dans ma voiture pour coller depuis maintenant 3 mois. Voilà, c'est pour ça que j'oublie toujours que c'est mon directeur de campagne. Voilà, moi je voudrais simplement dire une petite chose. Je suis un peu dans le domaine de la culture. Je trouve que ça manque. Je trouve que le Var, c'est extrêmement pauvre en niveau culture. Si on va dans le sud-est, putain, il y en a partout. Si vous allez en Bretagne, il y en a partout, dans les tout petits villages, etc. Moi, j'ai à Pignan, c'est un village où j'habite. Voilà, j'ai essayé de proposer quelque chose. J'ai eu une aide il s'appelait Jean-Michel Couve, qui était le député de la 4e, voilà. Et qui, quand je lui ai parlé du projet, qui était de monter des Molières, et puis avec un misanthrope et un truc, j'ai une 40aine de costumes, donc c'était vraiment à des coûts très bas. Bon, je me suis heurté quand même à plein de gens qui étaient contre. Le dernier, quand même, on était ensemble, c'est Dominique Lin, qui était conseiller départemental. Lui, il nous a reçus sur un coin de table au centre commercial du Luc pour nous dire, bon, sachez qu'ici, la culture, c'est pas notre culture. Voilà. Ensuite, pour me dire, de toute façon, vous allez avoir des gens fauchés, de chez Fauché, qui vont rester dehors, qui n'iront même pas entendre. Et je trouve ça dommage d'avoir quand même... Il y a des tas de villages qui sont magnifiques, il ne se passe rien. Souvent, dans l'intérieur, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. À part au Toronnet, il y a un super truc. Et en plus, je crois que c'est un maire qui a 80 ans qui a monté ce truc-là. Moi, je trouve ça génial, les Nuits Blanches du Toronnet. Mais quand même, je trouve que c'est très triste. Tu veux parler des Nuits Blanches ? Ouais. La deuxième chose, j'ai été assez écœuré moi, je pensais que, venant de la région parisienne, je pensais que les maires ici, c'était des gens qu'on pouvait aller voir, etc., sympathiques. Bon. Il s'avère que je suis sur une colline qui est en face de la zone
de la zone de la Lauve-Migranon. C'est très moche. Bon, j'ai été voir le maire à l'époque, Astezana, qui est mort en cours de mandat. Et je lui dis, mais je trouve ça très très moche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de joli, quoi? Et puis il me dit, bah, c'était prévu avec Falco, on devait le faire, etc. Je lui dis, mais on n'a pas de sous. J'ai dit, écoutez, bon, moi je suis un peu dans un métier où je vais chercher de l'argent, j'ai un peu l'habitude, je vais voir. Effectivement, je suis tombé sur... il s'appelait... c'était les compactages varois, c'était André Valerio. Je lui parle comme à d'autres entreprises, mais il me dit, écoutez, moi je suis le plus riche, j'ai l'habitude, je donne de l'argent à Estrosi pour ses associations de football. Je comprends très bien que je peux mettre 20 000 euros. Dont acte, rendez-vous avec son supplément, le premier maire adjoint qui était Robert Michel, et en mairie, etc. Et puis, dont acte chez le préfet, machin, etc. En fait, il n'en est rien ressorti. Moi, je suis assez écœuré de... En fait, j'ai failli, c'était 2010, 2011, 2015. Hein. J'ai failli me dire, moi, c'est terminé, moi, la politique, il me casse les couilles, c'est fini, il me dégoûte. Il me dégoûte parce que je trouve que quand même, les hommes politiques en France, la démocratie, il y a trop de pouvoir. Il y a beaucoup trop de pouvoir. On ne peut rien dire. Une fois que les gens sont élus, ben, ouais, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, ça me révolte, ça. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Ça me révolte, et puis on ne peut pas avoir son mot à dire, amener des choses. Là, c'était quand même gratos pour toute la commune, quoi. Eh ben non, ça a été non. Et moi, ce que j'ai entendu derrière, eh ben, c'était que j'étais un Parisien, voilà, et que je ramenais des trucs. Non, mais c'est ce que j'ai entendu derrière. Alors, je trouve ça dégueulasse. Voilà ce que je veux dire. Et je trouve que les hommes politiques devraient avoir moins de pouvoir. C'est ce que je pense. Oui. Mais tu m'as rencontré et tout a changé. C'est ça. J'ai surtout, ce qui m'a réconcilié, c'est quand j'ai écouté après Mélenchon en 2017, etc. Je me suis dit, bon, là, ça va peut-être changer un peu. Mais je trouve que les hommes politiques en France ont beaucoup trop de pouvoir. Et regardez un petit peu la novlangue, par contre, on va pas tarder à terminer. Oui. Oui. C'est pas que les hommes politiques ont trop de pouvoir, c'est qu'il n'y en a pas de contre-pouvoir. Il y en avait, ils ont été systématiquement détruits. Et les plus grosses destructions ont eu lieu dans les 4 ans qui viennent de s'écouler. C'est avec le Conseil constitutionnel, etc. C'est énorme, et ça s'est fait à bas bruit. C'est incroyable. Il faut vraiment qu'on se révolte, braves gens. Alors, ce que je vous propose justement sur ces questions... Je peux dire juste un petit truc, juste 2 secondes. À Pétia, c'est que pour la culture, je suis 100% d'accord avec toi. Tous les ans, tous les ans, avec mes élèves, je cherche... parce qu'à la commune de Vidauban, dans la commune de Vidauban, l'éducation, l'école, c'est pas leur priorité. Donc je cherche des projets engageant le moins de finances à faire. Mais cette année, on est allé au Théâtre de Draguignan, voir un spectacle. Ensuite, il y a 2 artistes de la compagnie qui sont venus faire des ateliers théâtre. Je travaille aussi avec le CAUE, Urbanisme Environnement de Toulon. Je fais 1 an sur 2, je fais un projet architecture et photo. Donc tous les ans, j'essaye d'ouvrir mes élèves à la culture parce que je trouve que c'est primordial. Merci. Merci, on va arriver un petit peu à la clôture juste de cet échange. On va pouvoir enchaîner sur une valeur qui nous est fondamentale et aussi primordiale. Ça s'appelle le partage. Et c'est vrai que comme tu le disais très bien, Pétia, s'il y a peut-être une valeur qui nous rassemble tous là, c'est cette colère qui nous pousse justement à devoir réagir vis-à-vis de choses qui paraissent tellement essentielles. D'où le fait que nous sommes les seuls à proposer le RIC, les seuls à proposer le référendum révocatoire, les seuls à proposer une nouvelle constitution dont le peuple est au centre et détient tout. Justement, si on peut disperser un petit peu le pouvoir, on y arrivera. Donc, justement, on peut parler un petit peu de tout ça maintenant entre nous, en se faisant nos petits groupes, en discutant, etc., chacun de ces sujets, autour de quelques petits trucs à manger, d'un petit buffet, et surtout, parce que, et là, je rebondis encore une fois, s'il te plaît, je rebondis encore une fois sur les déficits de culture. Sur les déficits de culture, en effet,
Il y a un gros déficit de culture. Moi, je suis dans un collectif de précaires qui se situe à Salerne. Et tant bien que mal, malgré le fait que justement on souhaite éloigner la culture des gens pour qu'ils se rapprochent plus de leur télé et de la publicité, eh bien on fait des choses qui sont plus qu'extraordinaires. Et on porte des concerts, de la culture, des ateliers théâtre, etc., etc. Et si vous avez l'occasion, vous passez par le Haut-Var, vous allez au château Escoffier à Salerne, vous serez forcément bien reçus. Et en plus de ça, il y a que des pots, alors c'est encore mieux. Non, terminé. Des mairies proposent, quand on leur propose un spectacle, on leur vend un spectacle, proposent pour travailler au chapeau. C'est même interdit par la loi. Et ça, c'est le nombre de mairies. Je peux vous le dire, j'ai acheté un logiciel. Parce qu'après, j'ai essayé de remonter mon truc ailleurs, sur les autres. On avait fait une démonstration, etc. On avait touché du blé, quand même, un petit peu de Paco et un petit peu de Jean-Michel Cour. Le nombre de mairies qui m'ont envoyé balader et qui m'ont simplement proposé de travailler au chapeau, je trouve ça inadmissible. Et quand je vois que dans les Bouches-du-Rhône, quand même, il y a beaucoup plus de compagnies professionnelles qu'ici, dans le Var, on ne plébiscite que les compagnies amateurs parce que personne ne veut sortir de l'argent. Aucune mairie ne veut sortir de l'argent pour la culture. Ben, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'en plus de ça, c'est un métier vachement dur, notre métier. Voilà. Alors, vous avez été convié à un coup à boire, c'est le principal. Juste un dernier mot à la demande de l'un d'entre vous. On souhaitait compléter la liste qu'on n'a pas faite des institutions piétinées tout dernièrement. Il y a encore un exploit qui vient d'être réalisé avec le changement de statut des diplomates qui sont transformés finalement en préfets, c'est-à-dire en fonctionnaires à la botte. Mais c'est incroyable de mettre à la poubelle la diplomatie qui a vraiment été le fer de lance de l'État français, quoi. Voilà. Ouais, c'est toute l'histoire. D'accord, donc maintenant pour continuer à porter la dynamique, on va envoyer la musique et puis pour petit rappel, au château de Salerne, le château Escoffier, le 2 juillet, vous avez une journée, une soirée qui se prépare, qui sont tout simplement exceptionnelles. Non mais c'est la 8e. Et Sabine, moi, je l'aime. Voir une Sabine députée, franchement, celle-là, je cite tout de suite, mais je cite 10 fois. Ceux qui dorment et qui se réveillent, qui réalisent leurs rêves jusqu'à les toucher. Je veux me réveiller et voir mes rêves. Je veux croire que je rêve éveillé, voir ce monde s'éveiller. Les yeux ouverts, voir ce monde s'éveiller. Les yeux ouverts. Il y a ceux qui ne dorment plus. Le soleil dans un trou noir. Moi je veux me réveiller et voir mes rêves. Je veux croire que je rêve éveillé, voir ce monde s'éveiller, les yeux ouverts, voir ce monde s'éveiller, les yeux ouverts. Il y a ceux qui ne rêvent plus. Le soleil dans un trou noir.